Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas. Bonjour. Président du cabinet Asterès. Bon, on a le prix du gaz qui explose, évidemment, j'ai envie de dire de nouveau après la fermeture de Nord Stream 1. Contrat à terme, je ne suis pas un expert, j'ai vu ça 300 euros le mégawattheure, avec une hausse hier de 30% en séance. Enfin, c'est du. On était à 15 avant la guerre, voilà, pour donner des ordres de grandeur. Est-ce qu'on peut dire que là, aujourd'hui, avec le robinet qui est fermé, pour l'instant, alors chacun s'accuse mutuellement, mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut dire que la crise énergétique européenne a pris un nouveau tournant, est en train d'une nouvelle phase? Est-ce Oui. qu'on entre dans le scénario du pire? Enfin, de toute façon, cette crise, elle était parfaitement prévisible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, d'une part, la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine et où, d'autre part, on a mis en place des sanctions extrêmement fortes, ce qui, d'ailleurs, à mon avis, est une très bonne chose. Je pense même qu'on pourrait aller encore plus loin, mais on savait bien, de toute façon, qu'on aurait un gros problème d'approvisionnement en gaz. Et on a réduit de moitié notre dépendance au gaz russe. Alors voilà, et bien justement, d'une certaine façon, je ne vous suivrai pas tout à fait sur l'idée que c'est le scénario du pire. C'est-à-dire que évidemment, c'est un scénario qui est très difficile, mais ça, on le savait. Mais on a quand même réussi à diminuer beaucoup nos approvisionnements De moitié. par rapport. Ouais, ça pesait 17% c'est ça, voilà. on est à 9. Donc on arrive quand même à la fois à négocier des contrats avec la Norvège, avec l'Algérie. Qui s'est substitué justement? Alors Norvège, Algérie, un peu les États-Unis, mais c'est plus compliqué parce que c'est du gaz. Ben non, parce qu'en fait, on manque des. Alors déjà, c'est très cher, et puis on n'a pas encore les infrastructures, mais ça nous pousse Pourquoi aussi c'est très cher? à faire. Parce que c'est plus complexe à transporter que du gaz sous sa forme gazeuse. Ouais, gazeuse. Voilà, exactement. Donc on a ça, et puis on a de toute façon le versant économie d'énergie sur lesquels on estime qu'on peut faire à peu près 10% Donc pour d'économie. vous, on va Quand on dit, juste un tout petit mot, parce que quand on dit 10% d'économie, on ne dit pas ça au hasard, c'est parce que par exemple après Fukushima au Japon, ils ont réussi à diminuer leur consommation d'énergie de 10% sans impact majeur sur la croissance. Il faudra qu'on réussisse à réduire notre consommation d'énergie de 10% c'est pas dur, pour passer l'hiver tranquillement, sans casse, sans coupure, sans rationnement, sans blackout. Ouais, c'est pas très dur. Engie nous dit que la consommation d'énergie a baissé de 4 à 5%. Bah oui, donc c'est déjà assez rapide. Enfin, on est en été. Oui, mais c'est pas très dur si vous voulez 10%, c'est-à-dire que c'est les gestes du quotidien, comme on dit, c'est-à-dire se chauffer un peu moins, etc. Donc c'est tout à fait à notre portée. En fait, c'est pas ça ce qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire qu'en France, on a une double crise en réalité. C'est-à-dire qu'on a la crise qui vient de la guerre, c'est une chose, donc les approvisionnements en gaz, tout ce dont on vient de parler, et vous avez la crise électrique, qui ça est une crise qui est quand même en partie française. Alors elle est aussi allemande, mais on a un peu créé notre propre crise en France. Avec tous ces réacteurs en fermant, voilà, exactement. En fermant Fessenheim. Mais en fait, ce qu'a très bien expliqué Jean-Bernard Lévy l'autre jour, tout le monde a vu ces images à l'université d'été du MEDEF, c'est que cette conséquence, cette fermeture des réacteurs de Fessenheim, elle a eu des conséquences en chaîne sur notre capacité à maintenir, à entretenir au fond les réacteurs, puisque dans la loi, il est encore écrit qu'on doit fermer 12 centrales. Donc évidemment, EDF a ajusté ses effectifs à cette fermeture de centrales, et donc aujourd'hui, on a du mal à faire de la maintenance. On n'aurait pas de mal à démanteler des centrales, mais on a du mal à faire de la maintenance. Le résultat, donc vous voyez, on il y a a plus ces la deux moitié crises. du parc nucléaire français qui est à l'arrêt aujourd'hui. Voilà, exactement. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est peut-être plus une catastrophe que la question du gaz, de l'approvisionnement. Mais c'est ce que je vous dis en fait. Enfin, c'est le diagnostic que je fais. D'autant plus que. Donc la situation est plus dramatique pour l'électricité en France que pour le gaz. Oui, enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le gaz, on peut l'assumer à partir du moment où cette guerre, on n'y est pour rien, c'est pas nous qui l'avons déclenchée, et on a mis en place des sanctions extrêmement fortes, et je le dis, ça c'est ma position personnelle, mais je pense que c'est absolument nécessaire. Donc voilà, les comités de guerre, si vous voulez, ça se comprend. Mais la question de la fermeture ou des problèmes de maintenance des réacteurs, donc des réacteurs qui sont arrêtés, une trentaine quand même, c'est pas rien sur une cinquantaine, ça en revanche, c'est entièrement de notre faute. Vous voyez, ça c'est vraiment une erreur. C'est-à-dire qu'on nous bassine, alors j'ai mon surmoi libéral, mais enfin on se connaît qui va peut-être revenir un peu trop fortement, diront certains, mais enfin on nous bassine avec l'État stratège, l'État planificateur, etc. Tu parles. Alors même qu'on savait parfaitement que RTE nous donnait tout un tas d'études très intéressantes sur l'augmentation de la demande d'électricité, on l'a diminué, nous. Donc le risque de blackout en France pour cet hiver, il est plus sur l'électricité que sur le gaz? Oui, d'ailleurs je pense qu'on n'en sera pas loin. Alors c'est pas du blackout, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout arrêter là, mais ce sont des rationnements, donc éventuellement certaines grosses entreprises, éventuellement peut-être quelques minutes ou quelques heures les particuliers dans certains quartiers. Donc c'est quand même pas drôle parce qu'on aurait pu l'éviter.
Alors, vous allez me dire, nos amis allemands ont fait pire. Ils ont carrément fermé toutes les centrales. Donc ça, c'est complètement absurde. Mais vous voyez, quand même, tout ça, c'est pas très bon. C'est-à-dire qu'on a pêché. Bon, maintenant... Donc on n'est pas plus inquiet que ça, quelque part, pour l'hiver. Ah non, non, mais certains... si. Non, mais je suis inquiet. Non, mais je suis inquiet, mais c'est pas non plus... comment vous dire, ça met un frein à l'économie, c'est clair. On voit qu'il y a déjà des conséquences économiques. Regardez Duralex qui s'arrête, ArcelorMittal qui dit je vais avoir du mal à produire. Donc on les voit déjà, les conséquences économiques. Moi je pense qu'en Europe de toute façon, on passe par une petite récession. Je pense qu'on y est. En fait, d'ailleurs, c'est pas encore bien mesuré, mais je pense qu'on y est. Jusqu'à présent, l'économie française a plutôt bien tenu. On a eu des bons chiffres. Voilà. Premier, deuxième oui, elle a plutôt bien tenu, mais je pense quand même que vous avez quand même un choc énergétique qui est fort. Les économies, elles sont quand même dépendantes. Alors, elles sont moins dépendantes au pétrole que c'était le cas au moment du choc pétrolier à la fin des années 70, mais elles sont encore dépendantes de l'énergie. Donc, je pense quand même qu'on passe, si vous voulez, par un moment de récession. Donc, c'est pas drôle, mais excusez-moi de tenir des propos nuancés, je sais que c'est plus du tout à la mode de faire ça, je suis désolé, hein, mais c'est pas non plus le cataclysme, si vous voulez. Dans le domaine du gaz, pardon, mais c'est quand même pas... on peut se chauffer à 19 ou 18, ça fait de mal à personne et on peut dormir à 17. Hein. Moi, je le fais depuis des années, je m'en porte très bien, si vous voulez. Donc ça va, c'est pas grave. Donc le plus gros péril pour l'économie française et au tournant de l'hiver, ça serait ? C'est quand même, je pense, le fait qu'on est sur le fil du rasoir dans le domaine électrique et qu'on n'a pas encore une énorme visibilité sur l'augmentation de nos capacités de production électrique. Parce que c'est ça ce qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire le problème d'aujourd'hui, ok, on va essayer de passer cette mauvaise période, mais il faut absolument qu'on ait un plan d'augmentation très forte de nos capacités de production électrique décarbonées. Parce que le problème en France, ce n'est pas un problème de décarbonation de l'électricité, elle est déjà décarbonée avec le nucléaire, c'est d'augmentation de nos capacités de production électrique. Alors là, je vais mettre tout le monde d'accord, d'ailleurs, au passage, hein, c'est pas je suis pour le renouvelable ou je suis pour le nucléaire. Je suis pour les deux. C'est beaucoup de renouvelables en plus et beaucoup de nucléaire en plus. C'est la position du président de la République. Oui, hein. Oui, qui n'a pas j'aime beaucoup été... le président de la République, mais enfin il a fermé Fessenheim, donc j'aime bien aussi qu'on reconnaisse ses erreurs. Hein, bon. Mais donc si vous voulez, en plus c'est pas la même temporalité, parce que le renouvelable, ça peut sortir, si on se débrouille bien, les éoliennes dans 3 ans, allez. Alors que le nucléaire c'est 2035. Les EPR, c'est au plus tôt 12 ans, et vraiment là dans le scénario le plus optimiste. Bon, est-ce que donc la machine française, la croissance française s'essouffle aujourd'hui? On voit que la consommation des services tient relativement bien, il y a eu beaucoup de touristes, du monde dans les restos, globalement, donc au tournant de l'été, vous me dites c'est en train de freiner là? Oui, ça freine, parce que l'inflation, elle génère, même si elle est beaucoup plus faible en France qu'ailleurs en raison du... elle est plus faible parce qu'il y a le bouclier tarifaire. En raison du bouclier tarifaire, Marie Viseau vient d'expliquer ça parfaitement. Donc, en effet, on a une inflation qui affecte moins le pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat baisse. Hein. Le pouvoir d'achat des Français, aujourd'hui, il baisse. Je veux dire, les salaires, même si les salaires augmentent, ils vont moins vite que l'inflation, d'accord? Donc, on a quand même cette baisse objective du pouvoir d'achat. Et on a les conséquences quand même de ce choc énergétique sur l'industrie et sur l'économie. Donc forcément, on a un ralentissement de l'économie, mais comme partout. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Royaume-Uni, ça ne va pas. Sur la France, donc les 2,5% de croissance confirmés cette année par le gouvernement, est-ce qu'on y sera? Non. Et quid de l'année prochaine? Non. Et donc le sujet, c'est vraiment ça. Le sujet, c'est l'année prochaine. C'est pour ça que je dis, il faut quand même qu'on soit très sérieux. Alors non sur quoi? Non sur 2,5%? Non sur 2,5%, c'est pas grave. Mais on y sera? Non, on n'y sera pas. Mais pas très loin. On n'y sera pas, mais pas très loin en moyenne. Mais parce que le début de l'année, parce que la fin de l'année, ça c'est des statistiques après étaient bonnes et voilà. Bon, mais aujourd'hui, on n'est pas à des niveaux élevés. Et surtout, l'enjeu, c'est 2023, c'est réfléchir à ce qu'on fait en 2023, parce que là, on va commencer avec un rythme qui sera faible, avec un sujet qui m'inquiète un peu, qui est quand même le marché du travail, parce que 100 000 créations de postes au deuxième trimestre. J'en en parlais la semaine dernière au MEDEF avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Voilà, magnifique, super. On a fait plein de réformes depuis 15 ans en fait, hein, des super réformes sur le marché du travail. Ça fonctionne très bien, donc génial. Mais il y a aussi des effets conjoncturels. C'est-à-dire que si l'activité est moins forte, les entreprises, elles créeront moins d'emplois. Donc il y a quand même ce sujet, sachant que l'emploi, comme vous savez, est ce qu'on appelle un indicateur retardé, c'est-à-dire que ça arrive avec des délais par rapport à la croissance. Là, il y a un sujet, évidemment... Donc, pardon, juste récession ou pas en 2023 sur la France? Je ne pense pas sur l'ensemble de l'année, mais le fait qu'on passe par 1 ou 2 trimestres de diminution de l'activité, oui, ça, je pense que... Sur fin 2022, début 2023?
Oui, fin 2000, moi je pense qu'on y est là en fait. Je vous dis, je pense que l'activité elle diminue déjà un petit peu. Et sur l'inflation, parce qu'elle s'est un petit peu Oui. calmée sur le Mmh. mois d'août en France, plus 5,8% contre, pardon, on est précis 6,1% Mmh. au mois de juillet. Est-ce qu'il faut déduire ou pas que le pic d'inflation est passé? Parce qu'encore une fois, si je fais le lien avec le bouclier tarifaire qu'on évoquait Oui. juste avant, s'il est moins favorable l'année prochaine, ça sera plus d'inflation pour les Français. Exactement, Donc, vous avez parfaitement résumé. Au fond, c'est ce qu'expliquait Marie Viseau, c'est-à-dire qu'on on a fait quelque chose d'original en France, qui se défend, hein, mais on est le seul pays à ma connaissance à avoir fait ça. On a transféré l'inflation dans la dette publique. C'est-à-dire qu'on a dit, on gèle à peu près. c'est une surprise que ce soit Non, que c'est détesté chez nous. on confirme. Mais tant mieux parce que nous, Je partage. au final, on aura 3 points de moins Ah d'inflation. oui, alors, ça marche. Ça marche très bien. Mais comme on le disait, comme vous le disiez auparavant, 25 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Hein. Non, non, mais attends, c'est 2 fois le budget du ministère de la Justice, c'est pas loin d'être le budget du ministère de l'Intérieur, c'est plus que le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, les universités, tout ça. Donc c'est... Enfin, faut l'assumer. Hein. Moi, je C'est ça suis avec des taux pas d'intérêt sûr qui remontent. que j'aurais fait ça. Hein. Les taux d'intérêt remontent, mais en plus, c'est vraiment énormément d'argent. Bon, mais enfin, de toute façon, c'est le choix qui a été fait. Ça marche sur l'inflation. Après, moi, mon idée sur l'inflation, même si on a peut-être passé le pic, parce qu'en effet, on voit que sur le gaz, ça commence à se détendre. Sur l'électricité, on va comment dire, les réacteurs qui sont en maintenance, ils vont quand même, ils vont pas rester en maintenance 10 ans, hein, donc on va les remettre en marche. Donc, bon, on peut se dire quand même que les prix de l'énergie vont un peu refluer, mais mon idée quand Sauf même... que ça se diffuse dans le reste de l'économie. C'est ça, et mon on le idée, voit dans c'est les que ça va se services, diffuser, on le voit dans l'alimentaire, on le voit dans... D'accord avec vous. Et donc, moi, mon idée, c'est que pour tout un tas de facteurs, et d'autres facteurs d'ailleurs, hein, le fait qu'il y ait un rétrécissement de la mondialisation, le fait qu'il y ait des taxes carbone un peu partout, je pense le monde sans inflation est terminé, si vous voulez. Et donc, je pense, mais c'est un pari que je fais, hein, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'on va avoir un régime structurel d'inflation qui sera peut-être de 3-3,5%, donc moins qu'aujourd'hui, mais quand même. Beaucoup plus qu'il Ce y a... que nous, notre génération, on connu. n'a jamais connu en fait. Parce que les débats qu'on avait dans Ecorama sur l'inflation depuis 10 ans, c'était quand même des trucs de prof d'éco. Hein. Non, non, mais c'était est-ce que la cible d'inflation est bien ajustée? Est-ce qu'on mesure bien l'inflation, etc. Donc c'était très intéressant pour nous, mais pour les gens... Donc on ne reviendra jamais à l'objectif, c'est le lien, parce qu'on demain reçoit d'ailleurs Jean-Claude Trichet pour parler de la BCE le jeudi. On ne retournera jamais pour vous à 2% d'inflation? Je pense qu'on ne reviendra jamais à 2% d'inflation parce que, je vous le dis, des facteurs désinflationnistes extrêmement forts, l'émergence de la Chine, la mondialisation, le niveau de concurrence aussi. Je pense que tout ça, en fait, est terminé. Enfin, terminé. En tout cas, ça ne jouera plus sur les prix. Et puis, les pressions sociales sont très fortes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même des pressions sur les salaires qui sont importantes, même si les salaires ne vont pas aussi vite, bien sûr. Mais si les salaires ne vont pas aussi vite que l'inflation, on a quand même des hausses de coûts. Vous parliez des services, et de la diffusion de l'inflation, vous avez raison, on a des hausses de coûts dans les services qui sont fortes. Bruno Le Maire qui n'attend pas d'amélioration sur le front de l'inflation avant, peut-être, dit-il, mi-2023. De toute façon, quand vous êtes ministre de l'économie, vous êtes obligé, comme quand vous êtes banquier central, de calmer les anticipations d'inflation, d'essayer. Et donc, vous êtes obligé d'avoir un scénario avec un pic. Sauf qu'au début, il a dit début 2023, maintenant il nous dit peut-être mi-2023. Non, mais la vérité, il a raison de dire ça, je ne le critique pas du tout. Mais pourquoi est-ce qu'il change son scénario? Parce qu'on n'en sait rien. Parce que tout ça est lié à des facteurs qui sont des facteurs d'ordre géopolitique et d'ordre pandémique. Attends, je voudrais quand même rappeler que 30% du PIB chinois est confiné à l'heure où je vous parle, et que ça a aussi des effets sur la production au niveau mondial, sur la logistique, et donc sur les prix d'équilibre. Et donc, quand est-ce que la Chine va déconfiner? Je ne sais pas vous le dire. Quand est-ce que les gazoducs vont être remis en marche? J'en sais rien, parce que Nord Stream 1 nous en parlait, mais... Il y a ce qui vient de l'étranger, il y a le géopolitique, et puis après, encore une fois, il y a ce qui se diffuse, encore une fois, on l'a dit, dans l'économie française. Et ça, aussi. moi, je pense que ça se diffuse. Ouais, je pense que ça se diffuse. Vous voyez, donc c'est pour ça que sur cette histoire d'inflation, je ne parierais pas sur un retour à la normale une fois que tout ça sera rentré dans l'ordre. Mais le ministre de l'économie, il ne va pas vous dire il y a des effets de diffusion, il y a des effets de second tour, ni le banquier central, puisque eux, ils veulent lutter contre ça. Et ils ont raison. Donc, sauf pas la même chose. Sauf qu'ils n'atteindront jamais leur mandat. Pour le coup, vous écoutez, que ce soit la BCE ou même la Tout Fed. fini. Pardon, on a vu le discours quand même de Jérôme Powell, pardon. C'était dur. Ouais, autant il y a un an, il s'est trompé, et il pensait que c'était transitoire, il s'est excusé. Autant là,
il y a du retard à l'allumage, mais Ouais. les propos sont hyper violents. Hein. Ouais, mais parce que l'inflation aux États-Unis, elle est vraiment forte quand vous commencez à être Bon, à 10. Alors, ça, on je est vais à dire 9, que ça reflue, mais enfin. on est à Bon. 9, ça a reflevé un peu, puis on est à un point de moins en Europe. Hein. Ouais, mais là, les effets de Pas les malins, diffusion, hein. vraiment, vous les voyez, quoi. C'est-à-dire que vous regardez les prix de l'alimentation aux États-Unis, ça a augmenté très fortement. Des choses comme les prix de la viande, c'était plutôt plus 30% que 10%. Donc là, les effets de second tour, si vous les voyez dans une économie qui est vraiment au plein emploi, avec des salaires qui montent. Et donc là, le contexte n'est pas le même. Il n'y a pas de chômage. En Europe, le chômage a beaucoup diminué, mais on est quand même à 6,5% Eux, ils sont à de chômage 3,5. en Europe. Donc, Ils sont à 4 même pas. Bon, voyez 3,5, 4. Ouais. donc c'est pas rien quand même notre chômage. Il diminue, mais c'est pas rien. Donc on n'est pas au plein emploi. Donc eux, et puis de toute façon, enfin, je veux dire, depuis le début de cette histoire aux États-Unis de la montée de l'inflation, il y avait déjà ce débat. Vous vous en souvenez, il y avait le débat Krugman-Olivier Blanchard quand il y a eu les plans de relance, les premiers plans de relance Biden. Et des économistes comme Krugman disaient très clairement, il le disait. C'est trop. Il disait, non, ça c'est ce que disait Blanchard. Krugman disait, on va faire de l'inflation. Ben, on fera une récession dans quelques années, c'est pas grave. Vaut mieux sortir de la crise et prendre le risque de la surchauffe et plus tard faire des hausses de taux d'intérêt plutôt que de ne rien faire. Donc c'est ça hein, aussi les États-Unis. Les États-Unis, c'est des boom and bust, pour parler en très bon français, beaucoup plus fort et une stratégie de boom and bust beaucoup plus assumée que chez nous. Avec une préférence pour l'immédiat, le court terme. Exactement. Mais je veux dire, la récession, elle ne les traumatise pas tant que ça. Et parce que vous le dites très bien, David, le discours de Powell, personne n'imagine qu'un banquier central puisse avoir ce discours en Europe. La BCE ne peut pas avoir ce type de discours. Dernier point, Nicolas, est-ce que cette question quand même, parce que j'ai le sentiment, c'est une question d'ailleurs je vous pose, hein, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de grippage synchronisé des 3 grandes zones géographiques du monde? Quand je dis grippage, c'est voilà, on a le choc gazier en Europe qui va nous mener un peu vers une récession. On a cette hausse très marquée des taux aux États-Unis, ça va être violent. Pour l'instant, le marché de l'emploi tient bien, mais il y a quand même, encore une fois, un ralentissement qui est en cours. Puis vous le disiez, il y a ces confinements. Alors, je ne sais pas que c'est 30% du PIB chinois qui est à l'arrêt. Bon, il y a le congrès du Parti communiste chinois au mois de novembre. Donc octobre, ça arrive. Voilà. Donc peut-être qu'après, ils se calmeront un petit peu. Mais voilà, est-ce qu'on n'a pas un grippage des 3 plus gros moteurs de l'économie au même moment? Moi, c'est cette synchronisation qu'on n'a pas toujours eu par le passé qui m'inquiète un peu. Vous avez complètement raison. Je pense d'ailleurs qu'on sous-estime le ralentissement en Chine. En fait, en Chine, il n'y a pas de croissance en ce moment. La production industrielle baisse, le chômage monte, parce qu'en effet, en vue du 20e congrès du Parti communiste, l'idée du président Xi, c'est de dire, moi, ma priorité, c'est zéro Covid. C'est tenir cette stratégie de zéro Covid. Donc l'économie vient complètement au deuxième plan. Est-ce que ça va se relaxer après le congrès? Je ne sais pas. Je pense que c'est quand même très difficile de changer complètement de stratégie. Alors que le reste de la planète vit avec. Bah oui, mais nous, il y a d'énormes différences. Hein. Nous, on a des vaccins qui ne sont pas parfaits, mais qui nous protègent de l'essentiel. Vous ne mourrez pas, vous allez très peu à l'hôpital. Donc c'est quand même déjà formidable. Eux, ils n'ont pas ça. Leurs vaccins sont moins efficaces et ils sont moins vaccinés. Donc c'est pas... Et puis ils ont été moins en contact avec le virus. Nous, on a tous été un peu malades, un peu ou beaucoup malades. Donc, vous voyez, donc la situation sanitaire n'est pas du tout la même. Donc vous avez raison. Donc il y a ces 3, il y a ces 3 grandes zones. Mais en même temps, parce qu'il ne faut pas non plus voir les choses de façon complètement catastrophique. Là, il y a une passe conjoncturelle qui est difficile, mais il y a des ressorts dans l'économie mondiale. Il y a de l'innovation, il y a des gains de productivité potentiels, il y a plein de créations d'entreprises partout. Donc, ce n'est pas non plus complètement plombé. Mais c'est clair que pandémie plus guerre coup sur coup, je vous mentirais si je vous disais que c'est des pilules qui ne sont pas très grosses à avaler. Non, c'est des gros cachets très difficiles à avaler. Donc, on y verra plus clair et ça ira mieux, quoi. C'est mi-2023. Moi, si on y verra plus clair, on s'adapte. Ça dépend évidemment de l'issue du conflit. Pour l'instant, ça s'enlise. Voilà, exactement. Mais je vous dis quand même, voyons quand même des choses qui sont intéressantes. Moi, je trouve que la résilience des entreprises, la résilience des économies, elle était très forte quand même pendant la pandémie. Il faut voir ce qu'on a traversé. Avec des aides d'État. Mais là, c'est pas mal non plus. Parce que le gaz russe et le pétrole russe, on va s'en passer. Hein. Non, mais vous voyez, bah oui, on va s'en passer. De tous mes faits, et même les Allemands, qu'on critique beaucoup parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec le nucléaire, mais les Allemands, ils diminuent beaucoup, de toute façon, ils n'ont pas le choix, mais ils diminuent beaucoup leurs achats de gaz russe. Hein. Donc, ils jouent le jeu. Il n'y en a plus maintenant. Donc, et comme le disait, je crois que c'est Jean Pisani-Ferry qui avait fait ce papier dans Le Monde il y a quelques mois, et j'étais là pour le coup d'accord, vu ce qu'on inflige comme sanctions à la Russie, il est logique qu'on se prenne, nous, une récession d'1 ou 2%. Quand vous infligez des sanctions à un pays qui vont faire baisser son PIB de 5, 7, 10%,
bah, c'est assez logique que vous ayez 1 ou 2 % de récession, c'est Surtout normal. qu'ils vous fournissent votre C'est le, énergie, hein. c'est le coût de notre protection et de la liberté, donc il faut qu'on soit capable d'assumer ça. Allez, merci de passer nous C'est voir. moi qui Donc, vous remercie. l'économiste Nicolas Bouzou, président et fondateur du cabinet Asterès, invité à la grande interview en direct sur Boursorama, à retrouver tout à l'heure en replay. Merci. Merci.